Trump vient d'annoncer les raids aériens les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient sur l'île de Kharg. 2 heures après la fermeture des marchés, Donald Trump menace de frapper les infrastructures pétrolières de l'Iran si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert. C'est 90% des exportations de brut iranien et 2% de l'offre mondiale. Si jamais ces frappes ont lieu et que les infrastructures pétrolières sont détruites, le pétrole pourrait atteindre $150 le baril. Et petit twist géopolitique, l'Iran pourrait autoriser le passage des pétroliers si jamais le pétrole est négocié en yuan plutôt qu'en dollars. On est sur une attaque directe contre le pétrodollar. D'un autre côté, on a le contexte macroéconomique catastrophique qui se confirme. 2400 milliards de dollars effacés des marchés actions en 14 jours. Le PIB américain ne progresse que de 0,7% contre les 1,4% attendus. On a une inflation qui reste haute, donc une stagflation qui se confirme. Croissance qui s'effondre et inflation qui persiste. Le pétrole a grimpé de 53% en 14 jours et frôle les $100. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette escalade pétrolière peut tout changer pour les marchés crypto et pour Bitcoin. Mais voici le paradoxe assez fascinant. Pendant que les indices plongent et que l'index Fear and Greed, donc l'indice de sentiment de marché, stagne aux alentours de 15, Bitcoin tient quand même aux $72 000 et commence un peu à se décorréler des marchés actions. Donc est-ce que Bitcoin est-il en train de devenir une valeur refuge pendant que le pétrodollar est attaqué, ou alors c'est juste un énième piège avant une nouvelle chute? Comme d'habitude dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça ensemble, on va aller faire un tour des news de l'écosystème et le classique tour du côté des graphes. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, continuez de liker et de commenter nos vidéos. On commence avec l'adoption institutionnelle et stratégique qui continue d'accumuler massivement. La semaine dernière, ils ont acquis pratiquement 18 000 bitcoins pour un peu plus de 1,2 milliard de dollars. L'entreprise détient désormais pratiquement 740 000 BTC. Donc malgré la volatilité macro et la guerre au Moyen-Orient, c'est l'or, il continue de renforcer sa position. Et MicroStrategy n'est pas le seul, on a Giga Inc. qui annonce l'achat de 38 BTC supplémentaires en février pour environ 3 millions de dollars, ce qui porte leur réserve totale à plus de 1250 bitcoins. Donc on voit que les entreprises cotées, elles continuent d'accumuler malgré le contexte de marché difficile. Côté Ethereum, on a Bitmain qui a acheté la semaine dernière pratiquement 61 000 ETH pour 122 millions de dollars. Donc l'accumulation institutionnelle ne se limite pas bien évidemment au Bitcoin. Il y a Ethereum qui attire également des achats qui restent significatifs. Si on passe à la régulation, on a des sénateurs américains qui cherchent un compromis sur les rendements des stablecoins pour débloquer le Clarity Act. Donc l'idée, ça serait de limiter les récompenses qui sont liées au solde tout en autorisant celles qui sont liées à l'activité des comptes. Donc c'est un point de friction qui reste quand même très important et qui retarde justement l'adoption du texte. Et justement, on a le président du Sénat, John Thune, qui juge peu probable que le Clarity Act soit examiné par la commission bancaire du Sénat avant avril. On a le calendrier qui s'allonge, mais le processus continue d'avancer. En parallèle de ça, on a une avancée significative pour les MNBC. On a le Sénat américain qui vote pour interdire la création d'une monnaie numérique de banque centrale qui serait émise par la Fed en l'intégrant justement au projet de loi sur le logement. Donc c'est une victoire pour les défenseurs de la vie privée et les cryptos décentralisés. Et la news la plus importante côté régulation, la SEC et la CFTC américaine viennent de signer un protocole d'accord pour collaborer sur les réglementations des crypto-monnaies et les nouveaux produits d'actifs numériques. Donc pendant des années, le problème principal c'était que la SEC considérait les tokens comme des titres financiers alors que la CFTC les qualifiait plutôt comme des matières premières. 2 agences, 2 réglementations et des milliards de dollars qui restent inexploités justement faute de clarté. Donc ce protocole d'accord, il met enfin fin à ce conflit. Combiné à l'adoption du projet de loi crypto par le Congrès, ça lève quand même l'incertitude réglementaire et ça ouvre la voie justement à des investissements institutionnels de plusieurs milliards de dollars. Donc excellente nouvelle pour l'écosystème. Du côté macro, les chiffres de l'inflation CPI aux États-Unis viennent de tomber. Bon, ils sont conformes aux estimations. Donc pas de surprise, l'inflation reste maîtrisée sur cet indicateur, mais attention, n'intègre pas encore la flambée des prix du pétrole. Pour ce qui est des inscriptions hebdomadaires au chômage, elles restent à 213 000, donc légèrement en dessous des attentes de 215 000. Donc on a un marché du travail qui montre une certaine résilience, en tout cas sur cet indicateur. Mais attention justement parce qu'il y a un nouveau chiffre assez inquiétant qui vient de tomber. Un nombre record de 104,3 millions d'Américains sont désormais inactifs. Donc ce sont des personnes qui n'ont ni emploi ni recherche active de travail, donc des retraités, des étudiants, des parents au foyer et des personnes découragées de travailler. Donc ce chiffre dépasse quand même de 600 000 le pic atteint en 2020, au plus fort de la pandémie, quand la quasi-totalité de l'économie était à l'arrêt. Donc les failles du marché du travail continuent quand même de s'étendre. On a aussi les chiffres de l'inflation PCE pour janvier qui viennent de tomber. Le PCE mensuel à 0,3, le PCE annuel à 2,8 contre 2,9 attendu, donc légèrement en dessous des estimations. Et le corps PCE qui reste l'indicateur préféré de la Fed, qui ressort à 0,4% mensuel, à 3,1 annuel, donc conforme aux attentes. Donc ce qui est notable, c'est que le corps PCE annuel, il reste quand même en hausse par rapport au mois précédent où il était à 3%. Donc l'inflation sous-jacente repart quand même à la hausse et reste bien au-dessus de l'objectif théorique de la Fed de 2%. Et la mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, c'est le PIB du 4e trimestre qui ne rassure pas du tout. La croissance ne progresse que de 0,7% en rythme annualisé, donc bien en dessous des 1,4% qui avaient été anticipés par les économistes. Donc l'économie a grandi quand même 2 fois moins vite que prévu. Et justement pour synthétiser tout ça, on a l'économie américaine qui pourrait entrer dans une phase de stagflation. On a d'un côté le PIB qui ralentit fortement à 0,7 et de l'autre, on a une inflation core qui est toujours à 3,1% annuel, donc qui nous montre encore une fois que l'inflation a recommencé à augmenter après des mois de ralentissement. Les commandes de biens durables ont également stagné, c'est en
deçà des prévisions de croissance de 1,1, donc ça suggère un ralentissement des investissements des entreprises et de la demande manufacturière. Donc cette combinaison a créé un dilemme pour la Fed, parce que si elle baisse ses taux pour soutenir la croissance, l'inflation pourrait repartir. Si elle maintient une politique restrictive, la croissance pourrait s'effondrer davantage et les risques géopolitiques pourraient accentuer ces pressions, parce que la hausse des prix du pétrole et les tensions au Moyen-Orient, ça pourrait faire grimper les coûts de l'énergie, donc alimenter encore plus l'inflation. Globalement, 3 scénarios envisageables. L'optimiste, c'est l'inflation qui se calme vers 2%, qui permet à la Fed du coup de baisser progressivement ses taux. Le pessimiste, c'est le pétrole et les tensions géopolitiques qui font repartir l'inflation, tandis que la croissance continue de ralentir, donc créant vraiment cette stagflation prolongée. Le scénario neutre, c'est la croissance qui ralentit sans s'effondrer, l'inflation qui diminue progressivement et la Fed qui ajuste sa politique avec prudence. Donc pour l'instant, les données, elles nous montrent quand même une économie qui ralentit, mais qui n'est pas encore en crise, donc la Fed est quand même dans une position très délicate. D'ailleurs, pour ce qui est des probabilités de baisse de taux, le marché ne price potentiellement qu'une seule baisse de taux sur l'année 2026 qui devrait avoir lieu a priori, si on respecte ces probabilités, seulement en décembre. Donc dans ce contexte, bien évidemment, on a Donald Trump qui met une fois de plus la pression sur Jérôme Powell en exigeant une baisse immédiate des taux d'intérêt, sans même attendre la prochaine réunion du FOMC qui aura lieu dans 4 jours, le 18. Donc toujours pareil, tension maximum entre la Maison Blanche et la Banque centrale. Et d'ailleurs, on a un juge fédéral américain qui vient de bloquer les assignations à comparaître qui étaient adressées au président de la Fed, Jérôme Powell, par l'administration Trump. Le juge a déclaré du coup qu'une quantité considérable de preuves suggérait que l'enquête qui visait Powell avait pour but en fait de faire pression sur lui afin justement qu'il baisse les taux d'intérêt ou qu'il démissionne. Donc ces assignations qui avaient été émises par le ministère de la Justice en janvier 2026, elles visaient des rénovations du siège de la Fed dont le coût avait largement dépassé le budget certes, mais le juge a annulé du coup les assignations, invoquant l'absence de fondement juridique et un risque d'abus de pouvoir. Donc on est sur une action de protection de l'indépendance de la Banque centrale. Pour ce qui est du calendrier économique, la semaine prochaine, événement majeur, décision sur les taux d'intérêt de la Fed avec le FOMC. Le jeudi, on aura l'indice manufacturier de la Fed et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et on finira samedi 21 avec le discours de Powell, président de la Fed. Si on passe au pétrole et à la géopolitique, le prix du pétrole dépasse aujourd'hui les 99 $ le baril, soit une hausse de encore plus 10% sur la semaine. Donc une fois de plus, les États-Unis semblent quand même perdre le contrôle du marché pétrolier. Face à cette flambée, ils vont libérer 172 millions de barils de pétrole depuis leurs réserves stratégiques pétrolières afin de pouvoir justement contenir la hausse des prix. Mais comme on va le voir, ça suffira pas. Et on a l'escalade militaire en plus de ça qui continue. On a Trump qui vient d'annoncer que le commandement central des États-Unis a mené l'un des raids aériens les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient. Donc une nouvelle attaque est prévue ce week-end. Et justement, 2 heures seulement après la fermeture des marchés, Trump menace de frapper les infrastructures pétrolières de l'île iranienne de Karg, donc qui représente quand même 2% de l'offre mondiale si justement l'Iran ne réouvre pas le détroit d'Ormuz. Le mois dernier, la production de Karg a atteint 3 millions de barils par jour, donc si ces frappes ont lieu, le prix du baril pourrait grimper proche peut-être de 150 $. Donc encore un week-end qui s'annonce chargé. Et d'ailleurs, le marché commence à comprendre que le choc pétrolier ne disparaîtra pas avec quelques déclarations politiques. On a le baril qui reste quand même solidement au-dessus des 100 $ globalement, malgré les tentatives justement de rassurer les marchés, parce que justement la libération des stocks stratégiques, elle suffira pas. Les volumes relâchés sont faibles face justement à la perte potentielle de flux. On parle d'un déficit quotidien total de 28 à 30 millions de barils par jour. Donc avec 400 millions de barils en stock, ça peut tenir quoi 13-14 jours en théorie quoi. Donc le résultat, étant donné que le pétrole est structurellement tendu, ça fait une pression inflationniste, ça fait une pression sur les actions. Pendant ce temps, le phénomène notable justement, c'est que Bitcoin, il commence quand même un peu à se décorréler des marchés actions. Vous l'avez vu, il a quand même pas mal tenu ces derniers jours. Il tient relativement les 72 000 $. Et puis on a un VIX qui est en train d'exploser. Enfin voilà, on a l'escalade militaire qui continue. Une nouvelle attaque a visé d'ailleurs une base française qui a malheureusement coûté la vie à un soldat français. Et justement, le prix du baril pourrait vraiment atteindre peut-être 150-200 $ si les perturbations actuelles persistent. Il y a un problème majeur qui est négligé, c'est la capacité de raffinage dans la région du Golfe. D'ailleurs, la semaine dernière, des frappes ont touché des infrastructures énergétiques sur plusieurs pays. Il y a eu des installations aux Émirats, à Bahreïn, au Koweït qui ont également suspendu toutes leurs opérations. Le problème, c'est que la remise en service après une frappe militaire, ça prend du temps. Ça peut durer 3 à 6 mois dans les cas modérés jusqu'à 1 an dans les cas de dommages importants. Donc encore une fois, les 400 millions de barils de réserves stratégiques ne couvriraient qu'environ 26 jours de perte. Donc aujourd'hui, malheureusement, le marché du pétrole, il a une marge de manœuvre qui est quand même assez réduite. Le bilan de cette crise pour l'instant, 2400 milliards de dollars qui ont été effacés du marché boursier américain depuis le début du conflit, il y a 14 jours, et le pétrole qui a grimpé de 53% sur la même période. Et développement géopolitique majeur, on a l'Iran qui pourrait, écouter bien, autoriser le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz si le pétrole est négocié en yuan chinois plutôt qu'en dollars américains. Donc c'est une menace directe contre l'hégémonie du pétrodollar et un vrai rapprochement stratégique Chine-Iran. Et pour finir avec ces news, paradoxalement, le grand gagnant de cette crise, c'est la Russie. En effet, la flambée des prix du pétrole rapporte jusqu'à 150 millions de dollars par jour supplémentaires au budget russe, de 1,3 à 1,9 milliards de recettes fiscales supplémentaires en quelques jours, potentiellement 3 à 5 milliards d'ici la fin du mois. Il y a la Chine et l'Inde qui augmentent leur achat de brut russe pour compenser justement les risques sur le pétrole du Golfe. Donc le résultat paradoxal, c'est que la guerre au Moyen-Orient qui a été déclenchée par les États-Unis, elle rend
flouent directement les caisses de Moscou alors que ses revenus énergétiques avaient fortement chuté depuis début 2026. Pour se faire un petit tour rapide sur les indices, on a le SP500 qui va retourner sur sa zone de support au-dessus des 6500 points. Même chose pour le Nasdaq qui est en train vraiment de se retourner, bien évidemment, les valeurs technologiques qui souffrent en ce moment et qui devraient retourner sur la zone de support proche des 24 000. Sans parler du Russell 2000 qui est potentiellement en train de casser le dernier point bas qui lui avait fait faire son dernier plus haut, donc potentiel retournement de structure. Le dollar index qui repart à la hausse et qui nous remet une pression supplémentaire sur les actifs risqués. Pour ce qui est de l'or, on est quand même en train potentiellement de marquer un top. On voit qu'on a vraiment potentiellement quitté cette parabole et qu'on reprend tranquillement la direction du sud. Sacrée volatilité quand même sur les métaux précieux. On a fait un ATH à pratiquement 5600 $, l'once. On est revenu à 5000. Même chose pour l'argent qui nous a fait un pic jusqu'à 121 $ et qui aujourd'hui est au niveau des 80 et qui a vraiment du mal à reprendre la direction du nord. Bon, et bien évidemment, le pétrole qui skyrocket complètement, qui est proche de 100 $ le baril et c'est des prix qu'on n'avait pas vu globalement depuis juillet 2022. Juste avant d'attaquer la partie analyse technique, si jamais vous cherchez une stratégie claire pour avancer sur le marché crypto, vous avez un lien sous cette vidéo pour rejoindre le Mare of Club. On y partage toutes nos positions, toute notre gestion de risque, toutes nos analyses pour que vous puissiez avancer sereinement avec un cadre clair. On attaque l'analyse avec Bitcoin, donc qui vous vous rappelez était vraiment dans cette structure de compression en triangle. On était sorti à la hausse, on s'était fait rejeter une première fois globalement par la zone de résistance des 74 000 $. On réintègre, on repart en direction du nord et au vu de ce qui s'est passé sur les marchés actions, ça nous montre quand même une force relative assez significative côté Bitcoin. Bon, malheureusement, on se fait de nouveau rejeter par la zone de résistance. Il y a eu quand même pas mal de volatilité hier. Donc, je pense que dans un premier temps, on va retourner visiter la zone de support au niveau des 68 000 $. Potentiellement faire un pullback sur la borne haute justement de ce triangle de compression avant de repartir. Si jamais, par contre, on est amené à réintégrer, voire à casser, là, c'est signe qu'on va aller faire une petite chasse à de la liquidité, parce que vous voyez, sous tous ces creux là, il y a énormément de choses à venir chasser. Auquel cas, la prochaine zone de support évidente, elle serait aux alentours des 56 000 $. Par contre, si jamais on réussit vraiment à faire ce pullback, à repartir en direction du nord, il faudra déjà s'affranchir de cette zone de résistance aux 74 000. La prochaine zone évidente de résistance, elle sera au niveau des 78 000. Et après, voilà, il y aura quand même énormément de choses à venir combattre au nord. Beaucoup de zones de déséquilibre de marché qui étaient des zones dans lesquelles les vendeurs avaient vraiment beaucoup plus pris la main sur les acheteurs. Donc ça fait des zones de résistance supplémentaires. Donc Bitcoin aura besoin quand même d'un sacré élan pour aller défoncer tout ça. D'ailleurs, si jamais on veut voir ce scénario haussier se réaliser, c'est quand même extrêmement important de revoir des inflows très forts du côté des ETF. Bon, il y avait eu 2 belles journées d'inflow, moins 227 et 350 millions de $. On est quand même sur 5 jours d'inflow consécutifs, mais vous voyez que l'amplitude, elle a quand même tendance à diminuer. Donc là, si jamais on veut avoir vraiment un vrai retournement de marché et un retour au nord, il va falloir que ça rentre très très fort du côté des instits. Pour Ethereum, même chose, on vient de nouveau se faire rejeter par la zone de résistance des 2200 $. On a malheureusement lui réintégré son triangle de compression, donc à voir. Je pense que la prochaine zone évidente de support, ça serait déjà la borne basse. Ça nous permettrait de venir chasser quand même une jolie zone de liquidité. Il y a beaucoup de creux qui sont laissés intacts depuis quand même un moment. Si jamais on est justement rejeté par cette borne basse, pourquoi pas repartir à la hausse? Et comme vous le savez, ça dépendra de la direction de Bitcoin. Par contre, si jamais on est amené à casser, là je pense qu'on va au moins venir revisiter la zone des 1700 $, qui nous permettrait déjà de prendre toute la liquidité laissée sous les derniers creux. Si jamais on est amené à repartir à la hausse, bien évidemment, ce que je souhaite, il va falloir casser justement cette zone évidente de résistance aux 2200. Et après, on aura la grosse zone de déséquilibre de marché qui a été faite globalement au niveau des 2500. Comme sur Bitcoin, évidemment, il va y avoir besoin aussi que tout ça soit soutenu du côté des ETF. C'est pas la folie, on va pas se mentir. On est à plus 12 millions, plus 57, plus 72. Donc c'est bien, c'est toujours de l'inflow, ça maintient le spot, mais c'est pas ça qui peut permettre vraiment de relancer le prix très très fort. Quand vous voyez qu'on était dans ces phases très haussières sur ETH, quand vous voyez les volumes qui rentraient, c'était 200 millions par jour. Il y avait des 600 millions par jour, 700 millions par jour. Donc on est quand même très loin de ça. Pour ce qui est de Solana, même combat, on se fait de nouveau rejeter par la borne haute de ce triangle là au niveau des 92 $. On est toujours dans cette zone de compression. Donc après voilà, à voir bien évidemment la direction que va prendre Bitcoin. Mais si jamais on est amené à casser à la baisse, il y a aussi une sacrée zone de liquidité à aller chasser là, tous ces creux qui sont restés complètement indemnes. Donc je pense qu'on retournera minimum sous les 70 $. Si jamais on est amené vraiment à retourner significativement plus bas, la prochaine zone de support évidente, elle est au niveau des 65. Ce qui serait clairement une opportunité d'achat générationnelle. J'ai énormément d'ordres qui sont placés dans cette zone-là. Donc j'ai presque envie qu'on y aille. Pour ce qui est de Solana, rien de foufou non plus. Il y avait eu 3 jours consécutifs d'outflow, moins 6, moins 8 et moins 2,5. Et là, ça reprend tout doucement, mais c'est rien de fou. On finit la journée d'hier avec plus 8 millions. Pour ce qui est d'XRP, même combat. On est toujours sur la zone de résistance au niveau des 1,42 $. Je pense aussi que si jamais là, on est très très proche de la borne basse. Donc il va y avoir une résolution de toute façon incessamment sous peu. Attention, vous vous rappelez au scénario d'accumulation, manipulation, distribution, avec potentiellement une sortie à la hausse, une réintégration, et là pour aller chercher potentiellement toutes les zones de liquidité, que je pense qu'on ira chercher aussi évidemment, bien sûr, particulièrement si Bitcoin reprend une direction un peu plus baissière, auquel cas on ira au moins sur la zone de support des 1,12 $. Si jamais on descend encore plus bas, la zone évidente elle est au niveau des 1 $. Donc globalement, si jamais on est amené à casser par le haut, prochaine zone de résistance au niveau des 1,64 pour XRP. En plus de ça, XRP qui est absolument pas soutenu par la partie ETF, là on est carrément sur 5 jours d'inflow consécutifs, moins 6,
-10, -16, -18, -3. On finit hier par -6. Donc là, pour le coup, voilà, c'est plutôt une fuite en avant hein, du côté des ETF XRP. Si jamais on veut au moins une stabilisation, il va falloir que ça revienne aussi de ce côté-là. Tao, par contre, qui nous fait une belle reprise, hein, qui nous a fait un espèce de double bottom au 144, qui a fait déjà une jolie mèche qui est revenue toucher, enfin pratiquement effleurer la zone de résistance au niveau des 260 $. Donc ça fait quand même déjà une jolie perf hein, vis-à-vis du double bottom, plus 74% en un peu plus de 2 semaines. Donc c'est quand même pas mal, hein, une petite traction qui revient du côté de l'écosystème intelligence artificielle. Bon, il n'y a pas vraiment de vraie clôture, mais si on dépasse quand même ce dernier plus haut, c'est un potentiel retournement de marché un peu plus court terme pour aller chercher le dernier plus haut qui est au niveau des 310 $. Après là, je pense que voilà, c'est en train de mécher. Ça a profité un peu de l'attraction et de la belle résilience qu'a eu Bitcoin justement ces derniers jours. Et je pense que voilà, hein, si Bitcoin reprend la direction du sud, il y a très peu de chances que Tao se mette à surperformer tout seul. Donc globalement, potentiellement un retracement, mais une jolie reprise et des belles petites structures qui sont en train de se dessiner sur le court terme. Pour ce qui est de BNB, ça tient plutôt pas mal aussi sa zone de support au niveau des 635. Une petite mèche de rejet, là on est revenu dans la zone de fair value gap là, qui avait été créée globalement début février 2026. Bon, toujours sur une tendance baissière caractéristique. On est venu chasser la liquidité au nord. Donc voilà, il y a toujours pas mal de creux hein, qui sont intacts. Hein, donc potentiellement une chasse à la liquidité au sud. Si jamais on est amené à casser cette zone de support des 620, globalement la zone assez évidente de support, elle est au niveau des 563. Ce qui va vraiment recommencer à partir de 550, entre 550 et 450 $. Ça redevient quand même hyper intéressant pour moi d'acheter du BNB. Donc globalement, à voir. Hein, mais je pense que voilà, il y a à mon avis, encore une fois, ça va rester corrélé avec ce que va faire Bitcoin. Mais quand on chasse d'abord au nord, il y a plus de probabilité de retourner au sud ensuite, quoi. Dans les commentaires, vous m'avez demandé d'analyser le CKB. D'ailleurs, si jamais il y a une crypto que vous voulez que j'analyse en particulier, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous me droppez son nom dans les commentaires. Alors CKB, coin extrêmement volatile. Moi, personnellement, j'aime pas le projet, mais voilà, je peux comprendre qu'on y a un intérêt. Mais vous voyez, c'est vraiment des histoires de momentum qui sont très très marquées. Vous avez vraiment des phases de range et d'accumulation qui sont assez longues, des explosions haussières et des momentum qui sont très très puissants. Donc comme quoi, encore une fois, timing particulièrement sur ce genre de chart, c'est hyper important parce que là, vous holdez un truc comme ça et derrière, vous vous faites défoncer pendant un nombre de temps, c'est atroce. Donc globalement, des phases d'accélération très très fortes et après des longues corrections macro vraiment en ABC, en zigzag, qui redonnent lieu à des phases d'accumulation pour exploser, de nouveau des corrections en zigzag. Et là, globalement, on est on est à mon avis entre une fin de correction et une potentielle phase de latéralisation. Sauf que ce qui est quand même à noter, c'est qu'on a cassé la grosse zone de support historique qui est aux alentours des 0,002. Là, on est encore tombé en dessous. Donc là, on est en daily, hein, mais si on revient faire un tour du côté du plus court terme et qu'on se met ça de manière un peu plus visible, on est toujours déjà sous une grosse trendline baissière en rouge qu'on n'arrive pas à franchir bien évidemment. Là, on y est proche, mais il semblerait qu'on veuille de nouveau se faire rejeter par les lignes des 50. Donc je pense qu'on va continuer de faire de la continuation de tendance baissière caractéristique, hein, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, aucune structure de latéralisation, pas de W qui sont en train de se former, des lignes de coups qui sont cassées. Si jamais on veut acter un potentiel retournement de marché déjà sur le court terme, il faut reprendre la zone de résistance qui est aux alentours des 0,0023 et un potentiel market structure shift, donc un retournement un peu plus moyen terme. Il faudrait déjà revenir reprendre aussi la zone au niveau, enfin le dernier plus haut, pardon, qui se trouve au 0,003. Je pense qu'on en est quand même assez loin, surtout qu'on voit qu'au niveau du RSI, il se passe pas grand chose, on n'arrive pas à reprendre la ligne des 50, le volume est à plat. Donc globalement, voilà, moi je ne vois rien qui me donne envie en tout cas de venir m'exposer. C'était déjà une crypto sur laquelle j'avais pas trop envie de m'exposer et quand je vois le graphique, pour le coup, encore moins. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'était un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous, que les marchés vous soient favorables. C'était JB du Mare of Club et on se retrouve dans une prochaine vidéo.